Radio Anthropocène, à l'écoute du changement global. Et bonjour à toutes et à tous. Les regards sur l'actualité, c'est fini, mais vous êtes toujours bien installés sur Radio Anthropocène. Je suis François de Gasperi et j'ai le plaisir d'animer ce nouveau mercredi de l'Anthropocène. 1 heure pour réfléchir ensemble aux enjeux des mondes urbains anthropocènes. Et cette semaine, nous nous jetons à l'eau en compagnie de Pierre Suchet et de Jean-Louis Michelot et nous partons explorer les rivières et les autres cours d'eau urbains. Bonjour à tous les deux. Bonjour Pierre Suchet. Bonjour. Bonjour Jean-Louis Michelot. Bonjour. Alors, les présentations s'imposent. Pierre Suchet, vous êtes ingénieur de formation, informaticien, c'est bien cela ? Oui, c'est ça. Enfin, mécanicien. Mais c'est pas vraiment pour cela qu'on a le plaisir d'être en votre compagnie ce soir. C'est plutôt pour votre activité de photographe que nous vous recevons, et notamment pour une nouvelle exposition qui s'ouvre demain à Archipel, Maison de l'Architecture, sur la place des Terreaux à Lyon, où nous avons la joie d'avoir installé notre studio Radio Anthropocène. Et cette exposition s'appelle Rivières urbaines, enquête géophotographique. C'est bien cela ? C'est ça, 4 enquêtes géophotographiques. 4 enquêtes géophotographiques. Jean-Louis Michelot, vous êtes géographe naturaliste. Vous avez réalisé un doctorat de géographie sur les espaces naturels de la vallée du Rhône. C'était sous la direction de Jean-Paul Bravard. Et vous travaillez aujourd'hui au sein d'un bureau d'études qui s'appelle Écosphère et qui mène des missions en matière d'écologie appliquée. Vous nous en direz un peu plus sur ce que ça signifie. Mais vous avez également publié un ouvrage d'exploration sensible qui s'intitule « Sur le Rhône, navigation buissonnière et autres explorations sensibles » aux éditions du Rouergue en 2020. Et nous aurons également l'occasion d'y revenir plus en aval pour filer cette belle métaphore maritime et aquatique. Cette métaphore fluviale plutôt. Alors en guise d'entrée en matière, j'aimerais peut-être que nous essayions de comprendre ce qui vous a fait vous intéresser au cours d'eau. Cette expérience en tant que telle, qu'est-ce qui a motivé cet intérêt, Pierre Suchet, pour les rivières ? D'où ça vient ? Alors en fait, j'ai découvert très tardivement dans ma vie, à l'âge de 50 ans, qu'il y avait une rivière qui coulait dans la ville de mon enfance. Donc là, cette rivière, c'est la rivière Nièvre, qui avait eu le malheur d'être enterrée carrément à la fin des années 50 pour faire passer la Nationale 7 et répondre à l'accroissement du trafic automobile. Jean-Louis Michelot, qu'est-ce qui vous a fait vous pencher sur le lit de ces rivières et autres fleuves ? Je pense qu'il y a 2 niveaux. Il y a un premier niveau qui remonte à l'enfance. Moi, mon père était pêcheur de truites. Donc, cette espèce de proximité physique avec l'eau qui court, c'est quelque chose de complètement fondateur. Et puis après aussi, dans l'enfance, mais un peu plus tard, je suis passé d'une région de collines au bord du Rhône. Il se trouve un petit peu avant l'avènement des barrages. Et donc, ça a été, je pense, une découverte un petit peu physique aussi de rencontrer un grand fleuve. Et donc, je pense que c'est la combinaison des deux qui font un peu la trame de ce qu'il y a en moi en matière de rivière. Et j'ai cru lire également dans la présentation de cet ouvrage sur le Rhône, que je n'ai pas eu l'occasion d'explorer de manière intensive, mais que vous aviez eu une expérience personnelle également, une expérience où vous avez pu être hospitalisé avec une chambre qui donnait sur le Rhône. Est-ce que j'ai bien lu ? Oui, c'est le point de départ du livre, et c'est une réalité, hein, c'est-à-dire que j'ai été opéré d'une tumeur, et à un moment donné, on m'a demandé si je réservais une chambre avec ou sans vue sur le Rhône. J'ai choisi un petit peu par hasard l'option avec vue sur le Rhône, sans vraiment me rendre compte de ce qui se jouait derrière. Et ma sortie du coma, de l'anesthésie, elle s'est faite en présence et en compagnie d'un fleuve, et qu'il y a une espèce de reconstruction qui se fait avec cette espèce d'être qui était à côté de moi pendant les jours de ma sortie d'opération. Voilà. Si je vous demande tous ces détails, c'est que j'aimerais peut-être partir essayer de comprendre en fait ce que nous font les rivières, ce qu'elles nous produisent comme effet, puisque l'un et l'autre, par vos activités, par vos écrits et par vos photographies, vous avez été touchés finalement par une rivière, par un cours d'eau, et j'aimerais comprendre les émotions qu'elles produisent chez vous, Pierre Suchet. Dans quelle mesure elles vous touchent, elles vous affectent, ces rivières que vous parcourez ?
L'émotion première, c'est la Nièvre, la stupeur de découvrir une rivière à côté de laquelle j'étais complètement passé par son invisibilisation. Donc stupeur, puis après une phase de colère en disant pourquoi on m'a volé une rivière, quoi. On m'a volé des souvenirs d'enfance potentiels de cette façon-là. Et l'émotion d'après, c'est de chercher à comprendre, et j'ai commencé à la remonter. Et justement, si on rentre un petit peu dans le détail de votre exposition, vous le disiez, il y a 4 enquêtes géophotographiques et vous accolez à certains cours d'eau. Je vous laisserai préciser quels sont ces cours d'eau, mais vous accolez des épithètes. Vous allez parler d'une Nièvre... vous avez dit recouvrée, mais c'était... Engloutie, dépolluée, restaurée, turbinée. Est-ce que vous pouvez aller plus évoquer quelques détails à ce sujet ? Le travail sur la Nièvre, c'est un travail qui m'a occupé pendant 10 ans. J'ai commencé en 2013, au moment de cette découverte de la rivière, qui pourtant porte le nom du département. Et en la remontant, j'ai fait des photos, et en essayant de comprendre tous les changements, toutes les traces que l'homme avait pu faire autour de cette rivière. Et j'ai fait ça sans intention particulière, juste le plaisir de faire des photos, de marcher le long d'une rivière. Et une fois que tout ce corpus photographique a été accumulé, j'ai eu envie de le structurer. Pas simplement une remontée ou une descente de rivière, mais dire c'est une typologie des secteurs de cette rivière. Et c'est là où ces adjectifs sont venus. Dépollué, parce que pendant 150 ans après Mry, donc une ville qui est sur un affluent de la rivière Nièvre, il y a une immense usine, la capitale européenne de la chimie du bois. Donc il faut imaginer le Feyzin, là c'était la taille de Feyzin, mais au lieu du pétrole, c'était le bois qu'on transformait en goudron, en charbon, en arôme. Voilà, donc ce secteur-là, cette usine a fermé. Il y a un chantier de dépollution qui dure depuis 20 ans, qui n'est toujours pas terminé. Il reste des traces de cette ancienne usine. Voilà, donc ce secteur, je l'ai appelé par exemple dépollué. Alors on voit les usages nombreux et les dynamiques contradictoires en termes d'usages qui peuvent exister autour de ces cours d'eau. Vous parlez de la pollution, de l'industrie, du plaisir également, et j'ai essayé de revenir sur cette notion d'émotion. Vous évoquez à la fois la colère face à cette redécouverte d'une rivière qui vous a été invisibilisée pendant des années, et en même temps de la joie de cheminer le long de cette rivière. Jean-Louis Michelot, vous nous avez parlé de la nostalgie, dans une certaine mesure, de cette rivière de l'enfance. Quelles sont les autres émotions que vous invoqueriez pour décrire votre expérience à la rivière, sachant que vous mobilisez également le terme de géographie sensible. Est-ce que vous pouvez nous préciser un peu cela ? Oui, alors simplement par rapport au mot de nostalgie, non, je n'irais pas forcément utiliser ce mot-là. C'est-à-dire, ce dont je parlais, c'était un peu les fondamentaux de comment on fonctionne, de qu'est-ce qui nous motive. Et c'est maintenant que je me dis, tiens, il y a les deux origines que j'ai citées tout à l'heure. Mais pour moi, ce n'était pas de l'ordre de la nostalgie. Après, la notion de géographie sensible, je dirais que ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait un doctorat de géographie. Je suis ingénieur écologue, donc j'ai fait des centaines et des centaines d'études pour essayer de rationaliser l'environnement, etc., pour aider la décision publique. Et petit à petit, je commence à être un petit peu saturé des spécialistes et des spécialités, quelque part étant moi-même un spécialiste, et j'ai envie d'élargir toujours et encore la vision. C'est-à-dire, je suis écologue, mais l'écologie sans la géographie, ça n'a pas beaucoup de sens, la géographie sans l'histoire, ça n'a pas beaucoup de sens, etc., etc. Par ailleurs, je suis aussi homme physique. On a parlé du côté maladie tout à l'heure, mais il y a aussi la pratique. Donc moi, c'est notamment le kayak qui fait que j'aborde la rivière aussi de cette façon-là. Et je dirais la géographie sensible, pour moi, c'est le mot que j'ai mis autour de ce que je faisais, de ma façon d'aborder l'environnement, où je pars d'une culture géographique, mais dans lequel j'intègre complètement les sens, les émotions, sachant que pour moi, une émotion, c'est une façon d'aborder la réalité. Et
quand je suis sur mon kayak, j'ai des informations qui arrivent par la couleur, par la température de l'eau. Et c'est intuitif, mais c'est de la connaissance et ça amène à améliorer ma relation à l'environnement. Donc c'est ce pourquoi j'utilise ce terme. Je vais poursuivre, profitant de vos mots. Je sais également, Jean-Louis Michelot, que dans votre ouvrage, vous commentez un certain nombre de textes littéraires qui motivent également, j'imagine, cette idée de géographie sensible qui nourrissent tout cela. En préparant rapidement l'émission, j'ai retrouvé une page de Céline dans le Voyage au bout de la nuit qui dit ceci. Au long des berges, le dimanche et la nuit, les gens grimpent sur les tas pour faire pipi. Les hommes, ça les rend méditatifs de se sentir devant l'eau qui passe. Ils urinent avec un sentiment d'éternité, comme des marins. Les femmes, ça ne médite jamais, saines ou pas. Je vous passe la suite, mais enfin, je mets sous silence la fin de cette citation qui n'est qu'à moitié intéressante. Qu'est-ce que ça vous évoque l'un et l'autre, ce sentiment? Je reste un peu focalisé sur cette idée d'émotion, mais cette eau qui passe, qu'est-ce que ça fabrique chez vous de la voir, de la parcourir, de la traverser en kayak, de la longer pour vous, l'arpenter? Pierre Suchet, peut-être. Il y a une dimension symbolique assez forte de descendre ou de remonter une rivière. Dans les eaux étroites, Julien Gracq a des mots très beaux pour dire quand on descend la rivière, on va en direction de la mort, et quand on remonte à la source, on remonte à la naissance. Et je suis assez persuadé de cette symbolique-là, ou de cette métaphore du parcours d'une rivière, qu'on le fasse sur un kayak ou qu'on le fasse à pied sur la rive. Jean-Louis Michelot, une réaction? Bon, là, je me permettrais personnellement de ne pas être d'accord avec cette métaphore, qui est logique, qui est classique, qui revient tout le temps. Mais personnellement, je ne le ressens pas comme ça. Parce que c'est nous-mêmes qui décidons que la source est une naissance et l'arrivée à la mer est une mort. Alors en quoi l'arrivée à la mer est une mort? Moi, je vais plutôt voir tout ça comme un cycle, c'est-à-dire que quand je suis arrivé en kayak à l'endroit où le Rhône se jette dans la Méditerranée, je pensais à la rigueur que ça allait s'arrêter, je n'avais jamais réfléchi. Et en fait, le Rhône avait tout à fait envie de m'emmener en Algérie, c'est-à-dire le Rhône n'était pas fini et se mêlait à la mer, mais progressivement. Et après, c'est ce que je peux appeler la géographie sensible, c'est une expérience physique de quelque chose qui a une combinaison de ces eaux, que l'eau, elle va alimenter l'écosystème aquatique. Je crois qu'il y a des statistiques qui disent que 60% des sols du golfe du Lion sont liés aux apports nutritifs du Rhône. Et donc, c'est un lien complet entre le fleuve et la mer, sachant qu'avec l'évaporation, l'eau va vite remonter et se retrouver à la source. Je ne ressens donc pas de la même façon cette image. J'aimerais qu'on continue de réfléchir à votre démarche et à cette notion d'enquête, d'enquête géophotographique pour vous et de navigation buissonnière pour vous, l'arpentage d'un côté et la navigation de l'autre. Qu'est-ce qui justifie cette démarche pour vous, Pierre Suchet, la nécessité de cheminer le long de ces rivières? Pourquoi le faire ainsi? En termes de méthode, avant de partir un peu la fleur au fusil auprès d'une rivière, j'ai un travail de repérage assez important. Donc je consulte des cartes, OpenStreetMap, les JN, Google Maps, qui donnent des informations différentes de l'une à l'autre, ce qui est une découverte pour moi. Chaque carte est une interprétation du territoire. Donc je passe beaucoup de temps d'abord à repérer les toponymes, tout ce qui est les toponymes liés à la rivière, liés au nom de famille, des choses qui sont liées à la rivière. Je regarde les formes, les méandres, les élargissements qui sont liés à des barrages, les biefs. Donc ça me prend pas mal de temps avant d'arriver sur place. J'essaie d'anticiper les formes visuelles auxquelles je vais être confronté sur le terrain. Voilà. Et je pars avec une carte sur mon téléphone
Et ensuite, j'arpente et je fais la différence entre ce que j'ai imaginé du territoire vu de la représentation cartographique et le territoire. Et des fois, il y a des endroits, il y a des problèmes d'accessibilité. À pied, on joue assez un jeu de cache-cache avec la rivière. On s'éloigne, contrairement quand on la descend, on est tout le temps dessus, sauf quand il y a un barrage ou qu'on est obligé de monter le kayak sur la terre. Donc il y a ce jeu de cache-cache auquel je suis confronté assez souvent par des obstacles naturels ou des zones privées qu'on ne peut pas traverser. Et vous, de votre côté, Jean-Louis Michelot, vous partez la fleur au fusil sur votre kayak, vous regardez des cartes IGN avant, comment ça se passe pour... Oui, je suis un kayakiste très modeste et donc je ne peux pas me permettre de découvrir toutes les rivières, malheureusement. Non, je crois que le point de départ de nos deux démarches, c'est qu'on a souvent des rapports aux rivières qui sont extrêmement ponctuels. C'est-à-dire, j'habite quelque part, il y a l'eau à côté, je me pose presque pas la question de savoir d'où vient cette eau et où elle va. Et il y a un moment donné où on va se dire, non, j'ai envie d'avoir une vision globale, une vision longitudinale, que ce soit à pied ou autrement, quoi. Alors, évidemment, en kayak, quand ça veut bien marcher, je vais considérer que c'est le mode royal, idéal de découverte, parce qu'on est vraiment au plus près de l'eau, on a la main qui trempe dans l'eau, on est vraiment sur la rivière, sauf que, comme le disait Pierre tout à l'heure, c'est pas toujours le cas parce qu'il y a des obstacles, et puis si c'est un petit peu trop difficile techniquement, on s'intéresse juste à la survie et pas du tout à l'observation. Donc, et je considère qu'en fait, chaque mode de découverte a ses forces et ses faiblesses. C'est-à-dire que le kayak, il est intéressant, il est au centre de l'eau, on a une perception extrêmement intéressante, mais on ne voit pas du tout la largeur. Et une rivière, c'est pas uniquement un trait, c'est une largeur. C'est-à-dire il y a des arbres, il y a une plaine. Bon, je m'intéresse peut-être aussi aux grandes rivières qui ont vraiment une plaine alluviale. À pied, on perçoit moins la rivière elle-même, l'eau, mais on perçoit mieux la plaine. En vélo, on va très très vite. On a une vision que je juge un petit peu approximative, mais elle est intéressante par sa rapidité. Je vais me permettre d'esquisser le qualificatif de sourcier pour vous nommer l'un et l'autre, puisque dans une certaine mesure, vous êtes des chercheurs d'eau et vous, Pierre Suchet, vous le disiez, vous arpentez ces territoires, parfois l'eau est visible, parfois elle est invisible, parfois il y a des obstacles, on doit les contourner. Et vous évoquiez également ces toponymes, donc ces noms d'espaces, de rues pour les odonymes, etc., qui signalent la présence de l'eau ou son absence. Qu'est-ce que ça vous évoque, cette idée de chercheur d'eau, Jean-Louis Michelot ? Ah bah moi, ça c'est un joli mot et c'est un mot qui m'intéresse. Quand je vous ai entendu parler de ce mot de source, moi l'image que j'ai eue, c'est la multiplicité des sources. C'est-à-dire que quand on s'intéresse à une rivière ou à un fleuve encore plus, on a envie de remonter à la source. Mais la source, c'est presque une anecdote. C'est-à-dire la source du Rhône, et même elle est grosse parce que c'est un glacier. C'est peut-être 0,1% ou à peine de ce qui arrive en Camargue. Le Rhône a des millions de sources. Et même une petite rivière a des dizaines et des centaines de sources. Et ce que j'essaye, moi, dans ma perception de plus en plus large, c'est de voir cet ensemble. Un cours d'eau, c'est pas un trait. Un cours d'eau, c'est comme un arbre, quelque part. Et les sources sont partout. Et parfois, les sources, elles sont même à l'intérieur de la rivière. Le long du Rhône, ou d'autres rivières, on a des petits bouillonnements qu'on peut voir au fond de l'eau. Qu'est-ce que c'est ? C'est la nappe phréatique, c'est l'eau souterraine qui ressort et qui alimente la rivière. C'est une source sous l'eau. Ça existe aussi. Pierre Suchet, qu'est-ce que vous cherchez en cherchant ces sources d'eau ? Il y a une partie d'exercice intellectuel qui est assez stimulante. C'est-à-dire, au fur et à mesure de mes pérégrinations, à chaque fois je reviens, je prends des photos et je me pose la question à quoi ça sert. J'ai besoin de comprendre. J'ai une formation d'ingénieur. C'est une espèce de déformation culturelle. J'ai besoin de comprendre pourquoi, c'est quoi cette usine qui est en train de s'effondrer au milieu de la rivière, à quoi elle a servi. Et puis
Voilà, et je lis beaucoup d'ouvrages d'anthropos, de sociaux, d'hydraulique, pour comprendre, quoi. Donc voilà, il y a cet exercice intellectuel de comprendre l'histoire, pourquoi ça sert plus, et à quoi ça sert, et pourquoi on a fait ça, et puis pourquoi sur ce territoire on a répondu à la question des inondations de cette façon-là ou de cette autre façon. J'aimerais qu'on essaie de comprendre, enfin que vous essayez de m'expliquer, parce que moi c'est quelque chose que je ne comprends pas. L'eau est présente dans nos villes, ou parfois absente. Elle a été recouverte. Je pense à une de vos photos, Pierre Suchet, où on voit les rails d'un tramway qui épousent le parcours d'une rivière qui est à quelques mètres en dessous du macadam. Qu'est-ce qui fait qu'on n'est plus en mesure d'avoir, au-delà d'un rapport utilitaire à la rivière, qui serait celui je parlais pour moi, hein, mais d'un rapport peut-être commercial pour le transport de marchandises. J'aimerais qu'on aborde un peu ces différents enjeux d'usage, et peut-être poursuivre par rapport à cette expérience notamment de la pandémie, du Covid et du confinement, où la place de la nature en ville s'est refaite jour particulièrement, avec une acuité profonde. Et au-delà du vert de la ville, moi je vous prends une expérience personnelle de l'écoquartier de la Confluence à Lyon, que avant la pandémie je ne trouvais pas particulièrement séduisant, ou même plutôt plutôt peu attractif. Et avoir ces parterres d'eau, avoir ces miroirs, etc. En fait, aujourd'hui, je me projetterais dans ce type d'espace urbain. Est-ce que vous avez un conseil, une remarque à l'égard de ce monologue, Pierre Suchet ? C'est sûr qu'avec ces 10 ans passés à arpenter les rivières, mon rapport à l'eau s'est complètement transformé. Jusqu'à l'âge de 50 ans, l'eau, pour moi, c'était on tourne le robinet, l'eau courante arrive, elle est potable, et puis les eaux usées, elles partent dans un tuyau, on ne sait pas trop où, et puis le rapport était assez succinct. Et par ces arpentages, il y a une relation très forte qui s'est créée entre les rivières et moi. Dès que j'arrive dans une ville maintenant, je cherche où passe l'eau, où est la rivière, et quelle forme elle a, et comment la ville a fait avec la rivière. Jean-Louis Michelot. Moi, je pense que le début du XXe siècle, ou une bonne partie du XXe siècle, a été le temps vraiment de la spécialisation, quoi. On spécialise les lieux, on spécialise les activités, les rivières servent à une ou quelques activités. Moi, j'ai travaillé particulièrement sur le fleuve Rhône. J'ai fait une espèce de listing, une espèce d'étude de ce qu'on appelle les services écosystémiques, c'est-à-dire ce que l'écosystème Rhône nous apporte. Je suis arrivé à peu près à 80 services différents. Mais dans la pratique, pendant des décennies, le fleuve a été aménagé pour un usage, l'hydroélectricité. Et je pense qu'il est fondamental d'arriver à avoir la perception des 79 autres, et d'arriver à gérer le fleuve aussi pour les 79 autres, sans parler des besoins des non-vivants eux-mêmes, des non-humains eux-mêmes. Alors sans faire la liste des 79 autres services écologiques, est-ce que vous pourriez nous en évoquer ce que vous considériez comme majoritaire, enfin essentiel, pardon. Ici, on est à Lyon. Prenons quelqu'un qui habite à Lyon sur les quais. Il boit. Il boit un verre d'eau. Cette eau, elle vient d'où ? Elle vient de la nappe qui a été alimentée par le Rhône. Il boit du Rhône. Ensuite, il va manger des fruits et légumes. Les fruits et légumes de la région sont très largement irrigués par le fleuve Rhône. Il habite dans une maison en pierre qui ont été descendues au XIXe siècle en bateau depuis le Jura par le Rhône. Et il a de l'électricité, qui sont soit par les barrages, les usines hydroélectriques, soit par les centrales nucléaires, qui s'est produit par le Rhône. Sa vie est intimement, fondamentalement
dépendante du Rhône, et on peut même aller plus loin. Il va passer ses vacances sur la Côte d'Azur en longeant le fleuve Rhône et la vallée du Rhône, et probablement même ces gènes sont très largement liés aux migrations humaines qu'il y a eu. Élisée Reclus dit que le Rhône, c'est le chemin des nations, un grand axe d'échanges humains, et probablement les gènes de ce brave Lyonnais sont largement marqués par les migrations rhodaniennes. Pierre Suchet, dans ces 4 enquêtes géophotographiques que vous donnez à voir au sein de cette maison de l'architecture qui est Archipel, vous le disiez, vous adoptez une démarche d'arpentage et vous remontez de l'amont à l'aval ou de l'aval à l'amont, tantôt de l'un, tantôt l'autre, mais ce qui donne à voir une variété d'usages d'usages liés à ces rivières. Est-ce que vous pourriez nous donner un exemple en particulier et commenter ce linéaire que vous remontez de l'amont à l'aval et les différentes pratiques qui sont associées et qui témoignent de cette histoire dont nous parlait Jean-Louis Michelot à l'instant? Si on prend le Furan, il y a une histoire forte entre la ville et la rivière, avec des particularités liées à l'histoire de la ville, puisque la croissance urbaine de Saint-Étienne a été fulgurante au XIXe siècle, avec des problèmes d'approvisionnement en eau qui ont été, après des longs moments de réflexion, résolus, en tout cas en partie, par la construction de barrages. Donc le barrage du Gouffre d'Enfer, puis le barrage du Pas du Rio, qui ont permis à la fois de décréter les crues, qui étaient très violentes sur le Furan, et puis à la fois de soutenir l'étiage à l'époque où il y avait une grosse partie de la fabrication des armes françaises à la manufacture d'armes de Saint-Étienne. Et puis beaucoup de moulins qui utilisaient la force hydraulique pour fabriquer de la farine, aiguiser des couteaux, etc. On le voit, la rivière façonne et fabrique l'identité de la ville, et elle fabrique même l'inconscient de la ville. Est-ce que vous pourriez expliquer pourquoi ce terme, et est-ce que c'est une recherche finalement que vous adoptez pour l'ensemble de votre travail photographique, de ces enquêtes sur les rivières? Est-ce que c'est un moyen pour vous d'aborder l'inconscient des villes et des territoires, leur lien avec les rivières? Il y a un ouvrage qui m'a beaucoup nourri dans ma pratique photographique, c'est un des géographes qui ont créé un livre qui s'appelle « Villes et rivières de France » et qui font un panorama de, je crois, à peu près une trentaine de rivières. Et ça m'a fait un déclic en disant il n'y a pas 2 rivières identiques et il n'y a pas 2 rapports entre la ville et la rivière qui sont identiques. Donc voilà, c'est quelque chose qui m'a vraiment beaucoup nourri. Et une des questions aussi qui est un peu paradoxale en photographie, ce qui m'intéresse, c'est comment représenter l'invisible. Une rivière enterrée, comment on la photographie, quoi. Si on n'a pas le droit de descendre dans le tunnel souterrain, ce qui est le cas par exemple sur le Furan à Saint-Étienne, je parcours en surface. Et pour ça, il y a un photographe anglais qui s'appelle John Davis, qui a publié il y a une dizaine d'années un livre qui s'appelle Hidden River, donc la rivière cachée. Et il a parcouru la Tiertaine qui coule à Clermont-Ferrand, mais en grande partie en terre enterrée, c'est-à-dire qu'elle ressort, elle repart en souterrain. Voilà, c'est quelque chose l'invisibilité est un thème qui me travaille depuis longtemps dans la photographie. Au-delà de l'invisible, on va essayer de revenir à des préoccupations plus matérielles, mais tout autant liées à la santé. J'aimerais peut-être, Jean-Louis Michelot, vous entendre sur l'état de santé de nos cours d'eau. Vous évoquiez l'histoire des usages qui ont pu exister sur le fleuve Rhône. Aujourd'hui, en tant qu'écologue, c'est aussi votre casquette, quel état de santé vous brosseriez pour décrire nos cours d'eau français? Je pense que tout ça est très paradoxal, c'est-à-dire que
il y a eu des périodes où il y avait une présence humaine au bord des cours d'eau extrêmement forte. C'est-à-dire si on va chercher l'eau au quotidien, si on va se laver, si on va laver les affaires au quotidien, il y a une présence énorme. Et je pense qu'on a souvent du mal à représenter, ou alors il faut aller à l'étranger, il faut aller dans les pays du Sud, etc., pour voir cette omniprésence humaine au bord de l'eau. Ce qui fait que l'image qu'on peut avoir de cours d'eau, je pense entre guillemets d'autrefois, qu'on peut imaginer comme des cours d'eau très bucoliques, sauvages, etc., n'étaient pas du tout sauvages sur la gestion de la végétation, parce que la végétation était vraiment très utilisée, etc. L'eau aussi, puis sur la qualité, puisque dès que les activités sont devenues plus importantes, notamment au 19e siècle, la qualité des eaux s'est vraiment très très fortement dégradée. Donc on a eu peut-être une période avec une présence humaine forte, mais sans qu'il y ait une remise en cause fondamentale du fonctionnement de la rivière. Là, je parle plutôt de grandes rivières comme le Rhône, c'est-à-dire en fait on est très présent, mais on ne change pas grand-chose au fonctionnement. Et puis après, petit à petit, il y a eu des activités plus fortes avec tous les endiguements, tous les barrages, tous les canaux, toutes les dérivations, etc. Et puis la pollution. Et donc on a cette période-là, je dirais, qui a culminé au XXe siècle avec ces rivières utilitaires très dégradées. Et puis on a eu ensuite un mouvement d'amélioration qui est quand même très significatif. Alors c'est en particulier pour la qualité des eaux, c'est flagrant. On avait un problème bactériologique, les égouts et les eaux usées allaient dans les rivières. Et c'est plus le cas aujourd'hui, enfin beaucoup moins, avec une épuration qui est quand même significative. Donc avec vraiment une grosse amélioration de la qualité. Je me permets juste une saillie. Anne Hidalgo a annoncé qu'elle allait se baigner dans la Seine pour les Jeux Olympiques. Est-ce que vous lui conseillez de le faire ou pas, eu égard à la qualité microbiologique de l'eau de la Seine ? Non, je n'ai aucune expertise par rapport à ça. Je dirais, elle peut bien se baigner si elle a envie. Je lui conseillerais peut-être pas de trop ouvrir la bouche, mais je parle quand elle se baigne. Le reste du temps, je me permettrai pas. Franchement, je pense qu'on a peur de l'eau et je pense qu'on a trop peur de l'eau sur cette question de la baignade. C'est-à-dire que moi, notamment sur le Rhône, je suis surpris par le fait que quand on va en Suisse, tout le monde se baigne dans les rivières et en France, personne ne se baigne dans les rivières. Je pense qu'il y a un espèce de fantasme de l'eau polluée, de l'eau... Et moi, je pense presque que c'est une volonté de certains peut-être de couper la population des rivières. Et je pense que quand les gens se remettront un peu plus à se baigner dans les rivières, ils auront encore plus envie de les protéger. Donc je pense qu'il ne faut pas trop avoir peur des rivières. Et à ce titre, Pierre Suchet, ça m'évoque des photographies de vos expositions avec des panneaux d'interdiction de baignade. Est-ce que vous pouvez commenter ? J'en ai 2 en tête et elles sont très différentes l'une de l'autre. Oui, c'est une figure récurrente dans mes pérégrinations. Les panneaux baignade interdite, c'est soit un panneau rouge avec des lettres écrites en français, soit c'est des pictogrammes avec un baigneur et puis une barre qui interdit la baignade. Donc dans l'expo, effectivement, il y en a une, c'est la Nièvre. On peut deviner les raisons, c'est-à-dire qu'on est en bas du canal de dérivation et on va s'approcher de la confluence avec la Loire. Donc, on peut imaginer que c'est une zone de remous et qu'effectivement il y a des dangers de noyade à cet endroit-là. Mais je ne suis pas spécialiste en trajectoire des corps dans l'eau. Et l'autre, c'est une photo que j'ai prise au bord du fleuve Lèze à Montpellier, à l'endroit où la ville a déplacé son hôtel de ville au bord de l'eau. Et ils ont construit un grand bassin dont la surface est à la hauteur de les plus hautes eaux connues. Donc la plus grande crue que le Lèze ait pu trouver. Et dans ces bassins qui sont pourtant de construction récente, je trouve qu'on a un peu raté une occasion d'en faire un endroit où on puisse se baigner. Et justement, c'était à cette photographie-là que je pensais. Cette eau dans des bassins donne l'impression que en fait, la fonction de l'eau est purement ornementale en ville. Comment on fabrique de l'appropriation et du coup du soin envers des cours d'eau s'ils sont uniquement canalisés, mis dans des bassins, etc. Jean-Louis Michelot.
Je pense effectivement qu'on a besoin d'une pratique physique et d'avoir le contact, quoi. Donc là, effectivement, sur ce que vous dites sur la nature ou la rivière comme un spectacle, c'est très bien. Mais je pense effectivement que la pratique, la baignade, la navigation et tout ce qui peut être plus concret va créer des attachements qui seront plus forts. Donc je pense que tout ce qui peut faire en sorte qu'on ait plus de contact sera bon. Si on poursuit ce diagnostic, cet état de santé, Pierre Suchet, vous qui pratiquez et traversez, qui arpentez une fois de plus ces cours d'eau, votre expérience sensible et personnelle vous fait dire, comment vous qualifieriez cet état de santé aujourd'hui entre justement cette dizaine d'années depuis laquelle vous avez travaillé sur le projet Nièvre et aujourd'hui, est-ce que vous voyez des évolutions dans la santé de cette rivière ? Alors, je vais parler plus en tant que photographe. Je ne suis pas éco-toxicologue, je ne suis pas... même si je lis des ouvrages dans ce domaine-là, je n'ai pas la prétention d'avoir une connaissance... Mais votre regard photographique... Mais en tant que regard photographique, moi j'ai vu à la Nièvre, j'étais stupéfait un jour de voir qu'une petite usine chimique avait été complètement supprimée du paysage de façon très très professionnelle. Il n'y avait vraiment aucune trace. Bon, c'est plutôt, ça va dans le bon sens. Il restait juste les grilles de pompage ou de filtration de l'eau en entrée de l'usine. Je réfléchis sur l'Iseron, j'ai vu des seuils être supprimés. Le seuil de Taffignon, par exemple, qui était un immense seuil, très beau, très photogénique, mais un seuil absolument infranchissable par quelque poisson que ce soit. Donc globalement, j'ai le sentiment d'arriver à une période où les rivières... on prend plus soin des rivières qu'on a pu le faire pendant la révolution industrielle ou pendant après-guerre. Et alors du coup, vous devancez ce temps de discussion que j'aimerais aborder maintenant, après ce diagnostic de santé, peut-être envisager plus une partie pronostic. Aujourd'hui, Jean-Louis Michelot, vous qui êtes écologue, qui travaillez dans un bureau d'études, quels enjeux vous voyez à la prise en soin de ces milieux que sont les rivières? Alors là, juste pour continuer le diagnostic, c'est effectivement, on est dans un mouvement où il y a des forces qui sont intéressantes, de retour à la rivière. On a parlé là de suppression d'usines, de suppression de seuils, de renaturation, d'enlever des digues, de redonner un espace de respiration au cours d'eau. Donc on a une tendance assez forte, je pense, au niveau mondial ou occidental, qui est vraiment intéressante. Mais il y a aussi des forces qui sont négatives dans la période actuelle, qui sont la pollution. J'ai parlé d'une amélioration, mais évidemment, et l'actualité lyonnaise le prouve, c'est absolument pas terminé. Et il y a bien des polluants qui sont encore dans l'eau, stockés dans les sédiments et qui continuent d'arriver. Avec toutes sortes de toxiques dont on ne connaît pas forcément très très bien ni peut-être l'origine, mais surtout la destination, les microplastiques, etc., etc. Et puis, deuxième chose fondamentale, c'est le changement climatique. C'est-à-dire que si on regarde la moitié sud en particulier de la France, il y a des suivis qui ont été faits sur les 50 dernières années sur des rivières où il n'y avait absolument aucun aménagement et qui sont suivis pendant 50 ans. Globalement, dans le sud de la France, les débits totaux diminuent. Il y a de moins en moins d'eau, parce qu'on peut avoir une tendance en pensant le changement climatique, parfois il y a plus d'eau, parfois il y a moins d'eau, etc. C'est un peu vrai, les écarts augmentent, n'empêche que le débit total a tendance à diminuer. Et ça, c'est évidemment fondamental par rapport à votre question. On va s'habituer à une pénurie et on aura de plus en plus de pénurie d'eau. Donc, on est dans cette période-là, une période où il y a des forces positives, il y a des forces négatives et j'aurais du mal à faire un pronostic. Je poursuis d'ailleurs cette partie diagnostic que vous avez eu la belle idée de continuer, d'aller plus en avant. Eu égard à ce ralentissement du débit, ça pose des problèmes très concrets par ailleurs.
la question du refroidissement des centrales nucléaires. Je pense également d'un autre côté à la question des crues. Est-ce qu'on peut continuer de détailler un petit peu les enjeux que pose aujourd'hui la question de l'Anthropocène, puisqu'on est sur Radio Anthropocène, à nos différentes rivières et cours d'eau urbains, Jean-Louis Michelot? De moins en moins d'eau en général, ça veut donc dire que dans les rivières où les débits sont assez faibles, assez critiques, c'est un manque d'eau brute pour l'usage, et ça peut être y compris dans certains cas pour des captages d'eau potable où les puits peuvent se retrouver plus ou moins à sec. Évidemment, pour tout ce qui est l'agriculture, etc., c'est moins d'eau, donc plus de tension sur l'eau, quoi. Après, sur l'écosystème lui-même, moins d'eau, ça veut dire aussi que ça va se réchauffer plus vite. Et si je prends l'exemple de la truite, qui est un petit peu le poisson modèle des rivières courantes, rapides, c'est une espèce qui a besoin d'une eau assez fraîche. Peu d'eau, de l'eau ralentie, de l'eau qui sera plus chaude, l'espèce va disparaître. Donc on voit bien qu'il y a il peut y avoir une dégradation générale, sachant que, comme vous l'avez dit, certains usages critiques du type refroidissement des centrales nucléaires sera évidemment complètement impacté. Pierre Suchet, est-ce que c'est des effets que vous saisissez déjà par votre travail photographique, le changement climatique qui est en cours? Non, non, je pense que c'est un travail qui nécessiterait du temps long. C'est une préoccupation que j'ai, c'est-à-dire de dire, j'entends par exemple la métropole de Lyon qui annonce qu'elle va se protéger contre Q200, alors qu'aujourd'hui elle se protège contre Q30, donc des crues de périodicité trentenale et bicentenale. Je me dis ça va avoir un impact sur le paysage. Donc j'ai regardé les cartes des endroits où la ville pense renforcer certaines digues ou les rehausser, je ne sais pas. Donc ça fait partie des choses qui m'intéressent. C'est-à-dire quelle est la situation du paysage aujourd'hui, et puis qu'est-ce que ça sera dans 10 ans, qu'est-ce que les photographes dans 10 ans, 20 ans, 30 ans pourront faire. Pour la Nièvre, j'ai fait un exercice inverse, c'est-à-dire que j'ai collectionné les cartes postales anciennes. Donc les cartes postales, l'âge d'or c'est 1900-1920, et je me suis amusé à faire des reconductions photographiques du paysage. C'est spectaculaire par certains endroits, quoi. Je pense à vous écouter à une autre photographie qui signale le niveau de la crue maximale de la Nièvre. De l'Iseron. Et ça m'évoque du coup, par rapport à ce contexte d'anthropocène, de changement global, qui est également un contexte de crise systématique qui se généralise, la question de la préparation au risque de nos sociétés, et notamment liée à cette question des rivières et des inondations et des crues. Est-ce que comment on fabrique une culture du risque à l'égard de nos rivières qui peuvent passer du statut de simple cours d'eau fluet et paisible à la situation qu'on connaît aujourd'hui dans le Pas-de-Calais ou dans le Beauvaisis ou dans le Dunkerquois, etc. Jean-Louis Michelot. Moi, j'ai pas la réponse, parce que si je l'avais, ce serait formidable. Et je pense que globalement, quels sont les instruments qui peuvent y participer? Personne l'a tellement. Mais ce qui est certain, c'est que on est quand même dans un temps de déconnexion qui est vraiment énorme, quoi. C'est-à-dire que on vit dans des lieux, on a peut-être une rivière sous les pas, mais on n'en sait rien. On va à la fac à la Doua sans savoir que la Doua, c'est un toponyme qui est lié aux zones humides et aux fleuves. On boit de l'eau, on ne sait pas d'où elle vient, et on est dans une période de déconnexion qui est quand même totale. Et je dirais que par rapport à votre question, pour moi, une des choses fondamentales, c'est d'essayer de faire tout ce qui peut nous reconnecter, c'est-à-dire comprendre quel morceau de quelque part du grand écosystème dans lequel on vit, quelle est notre place dans cet écosystème. Tout ce qui pourra amener à une petite reconnexion amènera à ce type de compréhension, sachant que voilà, la crue, c'est un morceau de la réalité. Et si on n'a aucune idée qu'il y a une rivière, là j'ai descendu le Rhône et à un moment j'ai traversé
à Lyon, il fallait que je passe le barrage de Pierre-Bénite. J'étais avec mon kayak dans les rues parce que j'avais un problème de lieu de franchissement parce que tout ça était extrêmement mal organisé. Et je demande à quelqu'un dans la rue, mais comment je peux faire pour trouver un chemin qui m'amène au pied du barrage? Et la personne, elle me dit, oh, mais quel barrage? Et il était peut-être à 50 mètres. Et il habite au bord d'un fleuve avec 1000 mètres cubes secondes, relativement un grand fleuve. Et on est dans cette déconnexion. Et donc voilà, je pense qu'il y a un travail énorme de reconnexion à voir. Et le travail de Pierre Suchet, par exemple, pour moi, ça participe à ça. Je pense aux travaux du géographe Michel Lusseau, qui, dans un ouvrage où il fait référence à la gestion des risques, et notamment au Japon, suite au tsunami, a montré que les solutions techniques de type endiguement, barrage, pour se prémunir des vagues et des tsunamis, en fait, n'avaient pas suffi, avaient été dépassées par les événements, et qu'au contraire, les villages qui avaient été le plus préservés étaient ceux qui avaient conservé la mémoire de l'événement, et avec la stèle qui marquait le niveau maximal jusqu'où avait atteint l'eau, et qu'ils n'avaient donc jamais construit en dessous de ce niveau. Pierre Suchet, vous, dans vos travaux, vous mobilisez également cette question de la mémoire. Est-ce que vous pourriez m'expliquer pourquoi c'est important pour vous ? Dans le rapport à la rivière, les crues, c'est un phénomène important. Donc, systématiquement, dans mes préparatifs d'arpentage photographique, je vais consulter la base nationale des repères de crues. Donc, ils vont me dire, parce que des fois, on peut les rater, elles sont des fois dans des endroits un peu discrets, un peu à l'écart. Et c'est des objets que j'aime bien collectionner, parce qu'elles sont toutes différentes. Il y en a, c'est un trait au burin dans la pierre avec la date. À Nevers, il y a une magnifique échelle de crue avec des hauteurs mais absolument colossales, quoi. Avant le pont de Loire à Nevers, il y a toutes les crues. Il y a celle de 1846, celle de 1856, celle de 1866. Donc il y en a des 3 crues gigantesques au 19e siècle. Donc voilà, c'est les marques un peu du 19e siècle. Et puis il y a les marques de crues normalisées aujourd'hui, qui sont toutes un peu de le même format, peut-être moins poétique que les anciennes, mais c'est quelque chose qui m'intéresse parce que ça convoque la mémoire et puis le rapport à l'eau et ce côté ambivalent de s'installer en zone inondable. C'est à la fois quelque chose d'extrêmement grave. Dans toutes les interviews, les enquêtes que la chercheuse Marie-Lise Côté a fait, les gens disent c'est agréable, ça apporte de la fraîcheur, c'est reposant, il y a des effets même médicaux, paraît-il, à la vue d'une rivière. Mais à la fois, c'est le danger, puisque on peut mourir dans une crue violente. On peut en mourir, donc c'est quelque chose qui m'intéresse. Et ça, c'est aussi, on revient à l'invisible, puisque la marque de crue est une trace visuelle de l'invisible. Jean-Louis Michelot, une réaction ? Je suis tout à fait d'accord, sachant que ce qui est difficile dans la crue, c'est que c'est un événement qui est ponctuel dans le temps. Et maintenant aussi, où les gens déménagent plus souvent, ils arrivent plus souvent dans un endroit dont ils ne connaissent pas la mémoire, alors qu'on parle de gens qui étaient là depuis des générations, qui avaient cette connaissance. Donc, si on est dans un monde qui change, des niveaux de crue qui changent, c'est-à-dire une crue de 100 ans, peut-être qu'elle va devenir une crue de 50 ans, mais on n'en sait trop rien. Des gens qui débarquent dans un environnement qu'ils ne connaissent pas, une collectivité qui donne peut-être un permis de construire sans expliquer tous les tenants et aboutissants, on peut arriver vraiment à un gros problème. Donc, je pense que c'est nécessaire aussi de s'imprégner de cette question du temps et du temps long et puis de l'événement rare qui peut être fréquent. Sachant que aussi en matière de crues, on va penser aux crues relativement petites. On arrive à bien appréhender les crues de 5, 10 ans, etc. Mais demain, si on a une crue de fréquence millénale, ce serait absolument normal d'un point de vue statistique. Quelles seront les conséquences ? C'est un petit peu difficile à savoir, et souvent la décision publique, elle ne peut pas prendre en compte toutes les situations. Donc on fait un petit peu l'autruche, et on est peut-être obligé de faire un petit peu l'autruche. On a évoqué cette question de la mémoire, cette question du décalage historique, du recul à prendre
pour anticiper au mieux, accompagner les populations qui vivent à côté de ces espaces. J'aimerais peut-être qu'on termine cet échange avec la question du décentrement géographique. Après le temps, l'espace, j'évoquais le Japon. Pierre Suchet, à la lecture de la petite carte qui initie l'exposition, j'ai cru voir que vous étiez voyageur en partie. Est-ce que le rapport aux rivières, au travers de vos explorations, vous semble être le même du Rio Manzanares de Madrid à la vallée de l'Orica du Maroc, en passant par la Tamise à Londres et à l'Iseron lyonnais? Ce que je constate à chaque fois, c'est qu'il y a vraiment une relation très différenciée entre un territoire et sa rivière, pour 1000 raisons, des raisons géologiques, des raisons historiques, des raisons démographiques, des raisons culturelles. Dans la carte de tous mes projets de rivière, il y a une photo qui est prise au bord de l'Orica, donc une rivière qui coule au sud de Marrakech. Et toute la population s'est installée dans le lit mineur. Donc il y a un îlot de sable et toute la population s'installe là avec des canapés, avec des barbecues. C'est quelque chose qu'on voit assez... Enfin, en tout cas, je n'ai pas vu, moi, dans les autres territoires que j'ai pu explorer. Et on sait pourtant que l'Orica a subi des crues très violentes avec des personnes qui ont été emportées par les crues. Jean-Louis Michelot, je voudrais qu'on réfléchisse, si on prend un peu de recul encore, pas trop pour être quand même collé au micro, à cette question des cosmologies et cette manière qu'on peut avoir d'appréhender la rivière. Si on se tient à la définition de Philippe Descola, on a une conception naturaliste de la nature. Je fais ici écho à une expérience qui a été donnée au mois d'octobre avec la visite d'un peuple autochtone originaire de la Sierra Nevada de Santa Marta en Colombie, qui s'appelle les Kogi. Et vous avez participé à ce diagnostic de santé territoriale qu'ils ont conduit. La première fois, ils l'ont conduit sur la vallée de la Drôme, si je ne me trompe pas. Et là, cette année, c'était sur prendre le pouls du Rhône, finalement, de l'amont à l'aval. Est-ce que vous pourriez nous dire ce que vous avez retenu, finalement, de cette vision du monde qu'ils ont et de leur relation aux rivières, qui est, je crois, très importante? Oui, alors effectivement, c'était une expérience assez forte de les accompagner, en gros, entre Genève et la Camargue. Alors, leur vision est complètement fonctionnelle et systémique. C'est un peu la continuité de tout ce qu'on a dit, hein. C'est-à-dire qu'ils perçoivent la rivière comme un organisme vivant, avec des fonctions, et ils voient tout le temps l'ensemble. Quand ils ont été en Camargue, ils ont tout de suite parlé du glacier, alors que tous les spécialistes de la Camargue, ils ont complètement oublié le glacier. Et à chaque fois, c'est des choses comme ça, et c'est vraiment intéressant. Et ils posent des questions qui nous emmènent un petit peu dans des retranchements, quoi. On arrive quelque part, ils vont nous dire, bon, et les indigènes ici, ils sont où ? Alors on peut trouver que c'est un petit peu une drôle de question, mais c'est une très bonne question. C'est qui a encore un lien profond avec ce fleuve ? Ou alors ils nous demandent comment c'était ici avant la colonisation. Alors on se dit, non, on n'a jamais été colonisé. Si, on a été colonisé par des tas de choses, et c'est une très très bonne question. Et ils nous amènent à ça. Ils nous amènent vraiment à penser global, avec toujours une analogie entre le corps humain et puis le fleuve. Le glacier, c'est le cerveau qui amène une information. Le léman, c'est le cœur vibrant du fleuve. Un endroit qu'on a visité était le poumon du fleuve, etc. Et c'est vraiment arrivé comme une évidence à voir le fleuve dans son ensemble, dans l'espace, dans le temps, vivant, non vivant, humain, non humain, d'arriver à voir vraiment l'ensemble et le fonctionnement de l'ensemble. Est-ce que ça vous a donné des pistes de réflexion pour votre propre travail, de votre profession d'écologue ?
c'est peut-être un petit peu difficile de répondre ou c'est un petit peu indirect. C'est-à-dire ça m'a renforcé toujours dans cette recherche de quelque chose de global. Après, ils peuvent nous avoir posé des questions, là pour le coup, qui n'étaient pas évidentes, y compris en baignant complètement là-dedans. C'est-à-dire en Camargue, ils nous ont dit mais il faut s'occuper de la Camargue pour que les glaciers aillent bien. On raisonne de l'amont à l'aval, on raisonnera jamais de l'aval à l'amont. Donc là, c'est un petit peu un champ de réflexion. Et puis, non, je pense que c'était très intéressant aussi pour l'importance de l'image, l'importance des récits. Quand on parlait de reconnexion tout à l'heure, c'est un petit peu ça. On voit bien qu'on a une volonté d'histoire, on a un besoin d'histoire et de récits. Et eux ont une culture orale. Et toutes les images qui mobilisent, etc., c'est quelque chose de très fort et qui nous aide à comprendre. C'est donc plutôt de ce point de vue-là que pour moi l'expérience était très très forte, plutôt que sur un diagnostic au sens premier. Pierre Suchet, ça vous inspire ? Régulièrement, quand j'arpente les rivières, et a fortiori quand je travaille à la chambre, qui est un appareil un peu volumineux, c'est un déclencheur d'interaction sociale. Donc les gens qui me voient sont intrigués par l'appareil et donc je leur parle de ce que je suis en train de faire, de mon objectif. Et ça me fait un peu comme quand on se promène avec un chien en ville, une façon de rentrer en contact avec les gens. Donc j'en profite pour leur demander quel est leur rapport à la rivière. Et c'est intéressant de voir les récits que les gens ont vis-à-vis de la rivière, notamment le Furan. Des gens un peu âgés me disaient les bains colorés des teinturiers qui pouvaient colorer la rivière de face rouge, verte et bleue avant que on prenne des mesures de défense contre la pollution. Donc, c'est des propos différents, mais... Écoutez, je crois qu'on va rester sur cette image terminale, cette photographie colorée pour conclure cette journée. Un grand merci à vous, Pierre Suchet, d'avoir pris le temps de venir échanger à notre micro. Et merci beaucoup à vous également, Jean-Louis Michelot. On vous souhaite vous remontez le Rhône en sens inverse. Comment vous faites pour rentrer du coup avec votre kayak ? Ah non, là pour le moment, je vais prendre des moyens plus classiques pour rentrer chez moi. J'imagine. Cette journée se conclut. C'est un grand plaisir d'avoir pu animer ce nouveau mercredi de l'Anthropocène. Un grand merci à l'ensemble de l'équipe de Radio Anthropocène, Valérie Disdier, Lou Herman, Yindra Kratokville qui est à la technique et qu'on salue, Florian Fontpéry qui est déjà parti et Damien Rondepierre. Je vous donne rendez-vous le 31 décembre en direct de la fabuleuse cantine pour aborder ensemble les questions de l'alimentation. 31 janvier, pardon. Merci beaucoup. Radio Anthropocène. À l'écoute du changement global.